Garrincha fut donc un célèbre et très performant joueur de football brésilien, football au sens européen du terme, soccer comme on dit ici, vainqueur de 2 Coupes du Monde, de 2 mondiales, où il brilla chaque fois en 1958 et en 1962. Dans Chino aime le sport, le recueil où ses poèmes sont publiés, le recueil donc de Prigent, 3 poèmes où ils sont consacrés et chacun d'eux a le titre d'une danse. Un gavotte, 2 samba, celui qui nous occupe, et 3 marches. Les 3 donc étant titrés Danse pour Garrincha. Ces 3 titres indiquent que ce texte cultive un rythme précis, corrélé à des danses populaires, la gavotte, la marche, la samba, danses qui ont parfois été reprises cependant en mode jazz, notamment c'est le cas de la samba, et danse qui est loin de la danse dite classique. En premier lieu, je veux parler de la base rythmique et de la musicalité de ce texte. Dans tous les aspects de sa structuration, le poème que je considère ici épouse en effet la base rythmique de la samba, c'est-à-dire une base 2-4. C'est 4 distiques, vous avez là donc 4 distiques et 3 quatrains, et donc des blocs de 2 et 4 vers. Les vers des distiques sont des octosyllabes, mais ils sont séparés en 2 parties par un slash, en sorte qu'ils se composent en 2 séquences de 4 temps. Vous avez à nouveau 2, 4 ici dans la structure même métrique du vers. 4 temps, donc Zik il filoche, 1, 2, 3, 4, Zak le filou, 1, 2, 3, 4. La place du slash varie selon les vers. Du côté des quatrains, qui sont des hexasyllabes, ils sont séparés en 3 temps par 2 slash, dont la place varie également selon les vers. La structure, cette fois, est 2, 2, 2. Elle a fait cohabiter des rapports 2, 4 et 2, 6, qui sont typiques, cette fois-ci, de la forme jazzée de la samba brésilienne. À ces rapports rythmiques s'ajoute une structuration interne qui associe la samba et le jeu même du football, et cela par 2 fois. Et là, il faut retourner aller au verso du machin que je vous ai photocopié. En effet, l'enfilade du premier quatrain, du deuxième distique et du deuxième quatrain, c'est-à-dire ce qui est en vert, reproduit exactement le schéma de jeu offensif, un schéma de jeu offensif du football, qui est le 4-2-4, utilisé par les Brésiliens en 58 et en 62, qui est une technique de jeu, une tactique très offensive. Idem, il y a un deuxième 4-2-4 qui est là en rouge sur votre photocopie, qui réunit donc le deuxième quatrain, le troisième distique et le troisième quatrain. Voilà donc pour des choses qui renvoient au rythme. Maintenant, si je passe du côté prosodique, il y a là aussi des choses intéressantes. La musicalité des vers, ici, c'est un poème où sonne et résonne le son de la voyelle O, qui est aussi essentiel, je crois, dans le portugais brésilien, que la voyelle E l'est en français. Et cette musicalité repose sur des moyens multiples. Premièrement, sur des allitérations incroyablement ostentatoires. Exemple, dans les 2 premiers vers, zik, zag, zigue, et zag, zou, ou bien un peu plus loin, au 7e vers, bam, boum, le but. Un peu plus loin, dans le 3e distique, donc au vers 13 et 14, je vous ai mis aussi une notation numérisée des vers. Dans le 3e distique, là, vous avez une cataracte de R dans Alegria, Gringalet et Garrincha. Autre élément pour la musicalité des vers, des récurrences sonores et des rimes ou des assonances internes en fin de vers. Exemple à la 6e strophe ou au 3e quatrain, comme vous voulez, avec copa, cao, outro, gallo, ego et ciao en italien, mais qui ici doit être prononcé ciao avec un O final, puisqu'il fait assonance à la fin du vers. À cela s'ajouterait même, si on veut, une rime ou une assonance visuelle, comme disaient les Parnassiens, avec la récurrence du O dans l'expression récoque, et quelques paronomases comme filoche, figou et fouteux, foutu. Tout ce que je viens de vous raconter là sur le plan métrique ou prosodique établit donc une liaison intime et profonde, une implication réciproque en profondeur de langue, dirais-je, entre le poème, la danse, la musique et le football. Et plus précisément, le football tel qu'il était pratiqué par les Brésiliens et par Garrincha dans les années fin 50 et années 60. De plus en plus, l'œil de la page, comme disaient les typographes, donc l'image géométrique qui ressort de la vision de la typographie, l'œil de la page offre un rectangle parfait, à l'instar d'un terrain de football dont les contours sont bien marqués à la chaux,
ou encore comparable à la perfection géométrique d'une lettre dactylographiée, voire d'un curieux acte de décès. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je parle de cela. Deuxième thème que je voudrais aborder, le problème des rapports entre le calendrier et la fatalité. Le double schéma tactique 4-2-4 que je vous ai indiqué tantôt, ou si vous préférez les strophes 2 à 6, est encadré par deux distiques, chacun d'eux étant associé à une date, 1958-1983. 1958 est donc l'année où le Brésil remporte la Coupe du monde de football en battant la France en demi-finale et la Suède en finale. Garrincha est splendide au cours de cette coupe. Il fait plusieurs passes décisives lors des 2 derniers matchs décisifs. Il est vif comme l'éclair. Il sème le feu dans les défenses adverses. Vif, éclair et feu sont des mots que vous retrouvez dans le poème. On y passera tout à l'heure. Donc, première date, la date renvoie à une compétition sportive. On s'attendrait à une autre date de même nature après, mais pas du tout. 1983 est l'année, en fait, de la mort de Garrincha lui-même. Son déclin aurait été plutôt vers 1973, mais donc c'est pas ça du tout comme date. Donc là, on passe à une autre logique sur le plan de la datation du calendrier. 83 est donc l'année de la mort de Garrincha, mort d'une cirrhose du foie. Le trajet va donc du semeur de feu, pour ça que j'ai indiqué le feu à côté de 1958, à feu Garrincha, ce qui est la date de 83. Donc cette conjonction de dates est tout à fait singulière, illogique. Quel est l'intérêt de procéder comme ça? À mon avis, par là, le poème indique qu'il détourne un modèle narratif éprouvé, valorisé jadis par le romantisme, mais pas que, il y a des racines bien plus diverses et lointaines, celui de la déchéance des héros une fois leur heure de gloire révolue. Il faut cependant noter que le déplacement vers le sport de ce motif, qui est de nature épique, est en quelque sorte une métonymie narrative de la vie humaine, montée en puissance de l'enfance à la jeunesse, déclin progressif de l'adulte, vieillesse et mort. Ce glissement métonymique permet de transférer la fatalité de la nature, ou celle voulue par quelque transcendance qu'on veuille, transférer cela, donc cette fatalité-là, naturelle ou transcendantale, vers un individu responsable de sa propre déconfiture, ainsi que le montre le dévoilement de cette déconfiture par le jeu de cause-conséquence, à la toute fin du texte, alcool, cirrhose. La modération a sans doute bien meilleur goût, mais elle ne fait pas de héros, du moins pas encore. Je crains bien d'ailleurs que cela s'en vienne. Transposé au sport et ramené à l'immanence humaine par le poème, le fatum prend donc la forme d'un « et plus dur sera la chute », ce qui était d'ailleurs le titre d'un film célèbre de Mark Robson, sorti en 1956 sous le titre « The Harder They Fall », qui est inspiré de la vie du boxeur Primo Carnera. Ce film est resté dans l'histoire du cinéma grâce essentiellement au jeu de Humphrey Bogart. Le plus important, cependant, pour moi, est de constater que ce récit fataliste, ici saisi dans l'après-coup, ne cède à aucune nostalgie ni à aucune mélancolie. Au contraire, cette narrativité inhérente à ce poème, cependant très dissimulé par un tas d'ellipses, cette narrativité se délite jusqu'à produire des vers brisés, d'où ne se dégage absolument aucun pathos, y compris dans les 2 derniers vers, nous allons y venir. Troisième thème de commentaire, ce que j'ai appris, c'est difficile à prononcer, donc je vais peut-être me casser la voix, comme disait l'autre, la désépopéisation, donc la façon de dévitaliser le caractère épique qui pourtant est ostensible, mais ici il y a une espèce de, l'épopée est sur un piédestal qui n'arrête pas d'être scié par la mise en forme. Et deuxièmement, lecture cursive, nous allons passer à travers nos textes progressivement. Garrincha est non seulement reconnu comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il est aussi considéré comme le meilleur dribbleur de toute l'histoire du football. Pour les non-spécialistes d'entre vous, un dribbleur est un joueur, 90 fois sur 100 un attaquant, qui par des feintes, donc par des mouvements du corps, parvient à désorienter son opposant. Il le fait par des feintes, par une excellente technique, par une conduite et un maniement habile du ballon, par des changements brusques de trajectoire qu'on appelle des crochets, qui peuvent se faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur, par sa vitesse d'exécution. Par tout ça, le dribbleur parvient à, et là il y a plusieurs verbes et expressions possibles, parvient à, on dit, mettre l'adversaire dans le vent, ce qui est assez joli,
ou bien à passer l'adversaire, ou à éliminer l'adversaire, ce qui est un peu plus dangereux, et dans le cas d'un artiste, d'un virtuose comme Garincha, à ridiculiser l'adversaire. Dans ce poème-ci, il y a 2 cas de figure, passer l'adversaire ou le ridiculiser, ou bien passer l'adversaire et le ridiculiser. Cela dit, la virtuosité de l'écriture du texte performe ici la virtuosité du dribbleur. Pour ce faire, elle multiplie les ellipses et les disjonctions de manière à enregistrer le déraisonnement de la saccade nerveuse des mouvements du corps et de ses conséquences sur les adversaires et sur la foule. Elle opère ainsi, cette écriture, une déliaison par rapport au code réaliste classique où tout mouvement doit être associé à un jeu justement de cause-conséquence et doit avoir sa logique. Le poème ne propose pas du tout donc une représentation de Garincha à la façon d'un Filochard et d'un Filou. Il échafaude une archéologie de ses gestes et de sa geste, maraudant des pincées de traits épiques pour libérer toute narration continue et pour fuir toute tendance au pathos ou à l'hyperbole. Offrant de cette manière Garincha à la fois comme une légende dansant sur des échos mémoriels et sur du vide, et d'autre part, l'offrant comme exemple même de la discontinuité et de l'imprévisibilité totale de la vie humaine. On va voir maintenant ça peu à peu et assez rapidement en passant à travers le texte. Donc, premier distique, Zik, il filoche, Zak le figou, Zigue et Zak, Zou Jean beaucoup. Ce premier distique met en évidence la vitesse du dribble et les incessantes bifurcations qui sont l'œuvre d'un artiste dribbleur. Cette vitesse est là grâce à la récurrence de la consonne Z, qui est l'indice même de la vitesse, et elle est lisible aussi dans l'oxydoréduction de l'expression « prendre ses jambes à son cou », qui devient ici, car tout de suite, « zou jambes au cou ». Vous voyez, une performance ici consiste à exprimer la vitesse par le langage. Vous remarquerez aussi la disjonction des 2 parties du mot zigzag. Au premier vers, zig d'un côté, zag de l'autre, et puis juste après, au deuxième vers, zigue et zag. Si le slash brise la ligne du vers, c'est en réponse donc au zigzag du joueur. Un zigzag, je vous le rappelle, où le verbe zigzager indique une course en ligne brisée, ce qui implique le déhanchement oblique du corps du joueur, parce qu'un dribbleur va toujours avoir un corps qui fait ça ou ça pour emmener son adversaire d'un côté ou de l'autre et puis pour partir à l'autre côté, en sorte que ici, vous avez un déhanchement qui est marqué par le slash en question. D'ailleurs, Prigent aurait peut-être pu compliquer la chose en mettant des slash comme ça et des anti-slash, c'est-à-dire l'oblique de l'autre côté. Il ne l'a pas fait, il aurait dû. Premier quatrain maintenant. Coin droit, éclair, le feu, les quilles, par terre, en l'air, les fers, petit pont, sapreux, à l'aile, crochet, corner. Premier quatrain indique à nouveau la vitesse, mais aussi et surtout l'incandescence du geste du héros, qui est vraiment un héros super. Ici, les ellipses sont telles qu'il faut inventer soi-même une séquence possible. J'essaie d'en trouver une, je tombe sur ceci. Face au feu d'artifice, éclair le feu, du joueur brésilien, l'adversaire se retrouve par terre, les jambes et les pieds en l'air. Donc par terre, en l'air, les fers. Pourquoi les fers? Les fers renvoient à l'expression, évidemment, avoir les 4 fers en l'air, que le poète a fait éclater. Et pourquoi les fers? Parce qu'en fait, quand il a les pieds en l'air, on voit les crampons, on voit les cales qui sont sur la semelle du soulier. Qu'est-ce qui a causé ce naufrage? C'est donc l'incandescence du geste, sa rapidité foudroyante, éclair, mais aussi une humiliation de l'adversaire auquel le virtuose a fait un petit pont, c'est-à-dire il lui a passé le ballon entre les 2 jambes et il l'a contourné, et donc ça crée généralement un sentiment de honte sur celui qui s'est fait faire cette chose, pendant que le public hurle évidemment de bonheur en voyant la prouesse de son héros. L'héroïsme du joueur provient ainsi de ses faits glorieux et de ses actes inouïs. Ces faits et ces actes s'inscrivent illico de la glorieuse légende du joueur lui-même, du football, et en l'occurrence, nous sommes en Coupe du Monde 1958, de la nation brésilienne. Cette inscription incroyable, dans 3 niveaux, est traduite par la théorie de points d'exclamation qui cloue les signes sur la page du poème. Tout suscite l'exclamation dans la prouesse faite par nos héros. Deuxième distique, bam, boum, le but, goal!
les commentateurs brésiliens font durer ce go à peu près 3 minutes. Voilà. Bon, mais ici, c'est limité. Il y a go, à fond dedans, Manet décolle. Ça, donc, c'est ce deuxième quatrain. Ce qui est ici traité comme thème, c'est quelque chose de très spécial, c'est que le héros est d'autant plus héroïque qu'au départ, il a un corps totalement irrégulier et même malade. Il est mal foutu, en clair. Et donc, regardez comment ça commence. C'est l'anjo pernas tortas, ce qui veut dire l'ange aux jambes courbées, aux jambes tordues. En effet, pour une petite histoire, Garincha avait une jambe plus longue que l'autre de 6 cm. Et de l'autre côté, à l'autre jambe, le genou était déformé, il était en fait cagneux, donc il avait le genou tourné vers l'intérieur, ce qui est assez difficile, même pour marcher. On imaginait pour courir. Enfin, ça marchait très bien. Le mot tortas, à peine le mot tortue, ce qui explique après le mot ninja, ganjo pernas tortas, cagneux, ninja, zozio, ramote, mais vif, 0, kilo, aîné, ça passe. Donc torta, je vous dis, rappelle tortue, et à peine le mot ninja pour la bonne raison qu'il y a les tortues ninja, comme vous le savez. Je vous rappelle que les ninjas sont dans le japonais moderne des espions et des mercenaires. Leurs fonctions sont l'espionnage, le sabotage, l'infiltration, l'assassinat et la guérilla. Toutes qualités typiques qu'on peut transférer aux joueurs. On les appelait jadis les shinobi, c'est-à-dire ceux qui se faufilent comme des dribbleurs. Ils sont devenus des personnages de légende et du folklore, comme Garincha. Et ce n'est pas fini. Mal foutu des gambettes et un genou impropre à la course, Garincha est de surcroît petit, comme un zozio. Deuxième vers, donc du deuxième quatrain à la fin. Un zozio diminutif de oiseau, à telle enseigne que, lorsqu'il court, il donne l'impression de faire du ras-mot. Donc, vers suivant, ra-mot. Mais, avec tout ça, s'il a autant de défauts, le héros est transcende par sa vivacité, sa vitalité, mais vif. Il est transcende par sa vitalité, il parvient à les surmonter par sa légèreté, 0 kg, en sorte carrément qu'il vole, exactement comme le poète, lui, peut rêver de vol. Il vole comme un anjo, comme un oiseau, comme un zozio, comme un ailé, dit le texte ensuite, il joue sur l'aile, et même comme un zéro, car le zéro est un avion de chasse japonais très léger, 0 kg. Donc il est très léger, il court très vite. 0, c'est un avion de chasse. Je peux dire ça parce qu'il y a ninja avant. Ninja, c'est la même culture japonaise. Et le 0 est un avion de chasse qui était donc très valorisé et très estimé dans la Deuxième Guerre mondiale. Résultat de tout ça, eh bien, c'est la première fois qu'il passe un adversaire. Ici, ça passe. Donc il a réussi, grâce à sa virtuosité, à passer. Troisième distique. Cette fois, nous sommes là devant la célébration épico-lyrique curieuse du héros. Je le lis. Allegria, ô gringalet, ô garincha, ô roitelet. La dissémination des consonnes G et R, gria, gringa, garin, ou garine, pardon. La récurrence de la liquide L entourée des voyelles A et E dans ces deux petits vers, et surtout, la trinité du haut vocatif qui interpelle le héros, au Garincha, au Grand Galet, au Roitelet. Tout cela est fait pour lui offrir et lui témoigner une admiration affectueuse. Et tout cela fait chanter son nom sur tout l'univers des signes, car on lui reconnaît un immense bienfait, le don de la joie, allegria, qui veut dire joie. Cette célébration passe au film du texte, non seulement par l'acclamation du nom Garincha, mais aussi par des surnoms qui lui ont été donnés. Voici les surnoms, à commencer donc par Garincha lui-même. Garincha, en fait, est devenu son nom. Au départ, il s'appelle Manuel Francisco dos Santos. Garincha est un surnom qui provient du nom d'un petit oiseau, Zozio, dont l'encyclopédie populaire dit qu'il s'agit du nom d'un petit oiseau local de la région de Rio de Janeiro qui préfère mourir que se laisser attraper. Autrement dit, un oiseau, s'il est poursuivi, il va se mettre dans un trou et si le prédateur ne s'en va pas, il va rester là et il ne va même pas essayer de sortir, il va se laisser mourir. La célébration du nom Garincha et donc de sa légèreté d'oiseau. Le 8e vers, quant à lui, se termine par Manet d'école. Manet vient de Manuel, donc premier prénom donc, que je vais citer en tout, Manuel Francisco, vient de Manuel. On voit plus loin dans le texte, on verra le mot Manu. Manu est la forme française de Manuel, mais aussi l'abréviation d'Emmanuel, donc c'est aussi un nom très célèbre et très héroïque, c'est le sauveur.
Mais Mané vient plus directement, oui, de Manuel ou bien d'un mot qui signifie carrément le fou, tellement la prouesse qu'il fait défie l'imagination. L'anjo que vous avez là au début, au 9e vers, au début, le mot est repris du titre d'un poème sur Garrincha, écrit après la victoire du Brésil en 1962, écrit par le poète Vicinius de Moraes, poème intitulé O Anjo de Pernas Tortas, ou Ange aux jambes tordues. Quant à Alegria, c'est le surnom populaire de Garrincha, Alegria do Povo, la joie du peuple. Ce surnom Alegria do Povo a été ensuite le titre d'un film de Joaquim Pedro de Andrade en 1962 et repris en épitaphe sur la tombe de Garrincha, Sigi la joie du peuple, Mané Garrincha a Alegria do Povo. Et donc l'acclamation du nom passe aussi, débouche sur l'acclamation des surnoms. Troisième quatrain, que je vous lis, fouteux en breu, foutu, penverne, copa, cao, outro, gallo, manu, ego, les coqs, ciao. Dans ces victoires, c'est comme ça que j'ai titré cette partie-là de ma présentation, comme on dit crier victoire ou chanter victoire. L'adversaire, donc, c'est la France, pays de peu de samba s'il en est. Elle est identifiable par le mot désolant et dévalorisant, fouteux, qui mérite bien que les joueurs français soient foutus. Élimination directe en demi-finale, la France est battue par 5-2. C'est bien la France, car, outre fouteux, il y a la couleur bleue, qui est la couleur même du maillot de l'équipe de France. Il y a les noms de Penverne, qui est un milieu de l'équipe de France, de Copa, certainement le meilleur joueur français de l'époque, mais Copa, ici, son nom comporte en hypogramme son destin du jour, il va être KO, comme toute l'équipe. Copa, donc, qui a l'air de jouer au ralenti, au trot, quand les autres, eux, les Garrinchas, emmenés par Manu, jouent, eux, au galop, comme dit le texte. Autre mot qui renvoie à la France, les coqs, puisque, comme vous le savez, ce gallinacé est l'emblème national et l'insigne identitaire des Français. Tout ce quatrain montre le congédiement des vaincus, avec une sorte de satisfaction qui est projetée dans le poème lui-même. Congédiement des vaincus qui est légèrement cavalier, hein, avec les ellipses, et surtout avec le ciao final, qui est, disons, un petit peu condescendant. Quatrième distique, et le poème sera terminé, quatrième distique, donc c'est l'excipit de l'épopée. Excipit, on va donc de l'épopée nationale au drame solitaire vulgaire en mode très rapide. Mais après-gare, car c'est moins rose, un coup de mort, alcool cirrhose. La débâcle est donc soudaine, le nom même du héros est amputé. Il ne reste de Garrincha et de son nom qu'un bien trop tardif avertissement, gare. Et gare résonne encore dans car. En quelques mots, la fin d'une vie, donc pauvreté, alcoolisme, maladie, et au prix d'une ironie très, qui passe avec une sorte d'indifférence, mais de légère morosité. Cirrhose rime avec rose, tandis que les deux O du mot alcool sont tout ce qui reste du go-o-all, longuement hurlé par les supporters et les speakers. La distance donc reste de mise jusqu'à la fin, dans cette oraison funèbre expéditive et païenne rapide. Elle est froide, à l'inverse de la distance affectueuse et amusée qui caractérise parfois l'exercice d'admiration développé par ce texte. Maintenant, comment essayer de raccorder ça avec l'imaginaire social? Garrincha fait champion du monde, je vous l'ai dit, en 58 et 62, est mort en 83, mort après avoir bu pendant 4 jours d'affilée sans interruption, ce qui est pratiquement un suicide. Mais le poème dont je viens de parler, lui, date de 2017. C'est donc en rapport avec l'imaginaire social du début du XXIe siècle que je puis évaluer sa performance. Cette performance, je dirais que elle a, sur le plan de la mise en texte, consisté à consteller les signes et à les animer par une analogie rythmique, de manière à faire surgir par touche le profil d'un être qui, comme tout joueur et comme tout poète, n'a existé que par et dans le jeu qu'il jouait. Ce faisant, le texte suscite ce qui n'a jamais existé. Comme cela n'a jamais existé, ce n'est pas un texte de résurrection. Ce qui n'a jamais existé, c'est à savoir l'aura. L'aura au sens benjaminien de Garrincha. Mais nous sommes au XXIe siècle, c'est donc une aura imparfaite, traversée par la modernité et par cette distance permanente de l'énonciation que manifestent les ellipses, les slash et d'autres moyens dont je vous ai parlé.
Voici donc sous nos yeux, dans un moment de lecture rêveuse constellée d'étincelles, pour la Garincha tel qu'en lui-même, le poème et la langue d'un seul, construit pour l'occasion, me changent. Quand on parle d'imaginaire social, il faut toujours bien se rappeler une chose. L'imaginaire de tous n'est l'imaginaire de personne. Mais l'imaginaire de chacun est bel et bien relié à l'imaginaire de tous pour autant, c'est-à-dire à l'imaginaire social. Si je me demande maintenant, pour la France, où je puis aller chercher la représentation, disons, dominante du joueur de foot, je crois que c'est automatique. Vous allez acheter une équipe et vous lisez une équipe pendant, comme je fais chaque été, tous les jours, le matin, et vous avez là une représentation de l'athlète français par excellence. L'équipe, je vous signale, est quand même le quotidien le plus vendu en France depuis 20 ou 30 ans, largement au-dessus des quotidiens d'information. La première dissonance entre le poème et la représentation du footballeur dans l'équipe est celle-ci. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas un seul chiffre dans le poème de Prigent. Il y a 2 dates, mais elles n'indiquent pas quelque chose qui serait chiffrable, qui serait nombrable. À l'exception de 2 dates, donc, il y a dans l'équipe une véritable inondation de statistiques, de nombres, de calculs, de chiffres de toutes sortes. Fasciné comme un parieur compulsif qui reluquerait des chevaux de course, le lecteur de l'équipe voit le nombre de minutes jouées par un tel ou un tel, le nombre de mètres qu'un type a parcouru sur le terrain, le nombre de ballons qu'il a touchés, le nombre de ballons qu'il n'a pas touchés. Page après page, jour après jour, on lui sert à ce lecteur des nombres de passes, des nombres de buts, des nombres de tacles, des nombres de ratés, avec des comparaisons entre les joueurs, entre les clubs, entre les championnats, entre les coupes innombrables, entre les équipes nationales. Régulièrement, le journal publie des nouvelles du mercato, c'est-à-dire du marché des transferts qui est ouvert comme une foire de l'agriculture dans la section Belle Bête 2 fois par an. Les transferts atteignent des sommes hallucinantes. Le joueur est avant tout une action dont on attend les plus forts rendements. Les salaires exorbitants des joueurs, des entraîneurs, des administrateurs de clubs, les recettes issues des billets vendus, mais aussi une infinie production de gadgets et de produits dérivés, sont soulignés et créent une fascination mauvaise et envieuse. Tout est placé sous le signe du rendement et de la spéculation. Les clubs sont cotés en bourse, certains joueurs le sont aussi. Le foot de haut niveau, comme on dit, est l'allié naturel du néolibéralisme. Faussement naturel, faut-il dire. Selon les pays, il escorte ou remplace la religion comme opium du peuple. Sur le plan narratif, tout ce que vous voyez là, ce sont des récits infiniment recommencés de la prouesse ou de l'échec. Sur le plan poétique, pathos perpétuel, hyperbole, superlatif, métaphore héroïque, jeu de mots communément spirituels en guise de bonbons culturels à sucer. Sur le plan cognitif, tout acte est indexé sur la longue histoire endogène du football. Cela, disons, se mange soi-même comme un serpent. Tout acte sur le plan cognitif offre un luxe de séquences ridiculement argumentatives, indéfiniment recopiées ou recyclées sur des sujets éculés du genre « Le PSG doit-il renforcer son attaque ou non ? Neymar aime-t-il vraiment Paris ? Les joueuses doivent-elles être payées comme les hommes ?» À mon avis, le contraire serait préférable. Il faudrait que les hommes soient payés comme les femmes, ce serait beaucoup plus juste. Et plus fort, l'inscription du vieux passé scolaire dans les pages du journal. Les équipes et les joueurs sont systématiquement notés avec des journalistes qui mettent Neymar 3 sur 10, Mbappé 4 sur 10, comme à l'école. Tout cela, évidemment, j'oublie, sur le plan de l'iconicité, la représentation photographique du joueur obligatoire, sur le plan théâtral, l'entrée des joueurs sur le terrain, les hymnes qui sont joués, la proclamation des noms, la présentation des équipes, et j'en passe. Synthèse. Tout cela donc, est vraiment un vieux fond épique et lyrique qui est juste là pour me kick, car en fait, c'est l'idéologie néolibérale qui donne sens à tout le reste. Une chose que fait très fortement le texte de Prigent, je dirais, c'est maintenir par rapport à ça une sorte de flamme de la négativité, qui s'exprime donc par l'abandon de la syntaxe, par la ponctuation, par la distanciation de l'énonciation, et multiplier les actes, disons, de langage qui font que, justement, il évite tout ce que je viens de vous parler. Et il cherche simplement à retrouver, finalement, ce que peut dire la langue d'un seul quand elle reprend comme ça des signes mémoriels du passé.